Nous avons pointé l'œil le plus avancé de l'histoire humaine vers un système de 7 planètes à 40 années-lumière. 3 d'entre elles se trouvaient dans cette zone magique, la zone habitable, où l'eau liquide pourrait exister. C'était l'endroit le plus probable pour trouver la vie. Mais il s'est avéré que c'était l'enfer. Le James Webb a regardé et il a vu que ces 3 planètes étaient de simples roches nues sans aucune atmosphère. Et pourquoi ? Car leur étoile crachait des tempêtes de plasma, 12 fois plus puissantes que ne le prévoyaient nos modèles. C'est pourquoi toutes leurs atmosphères avaient été soufflées dans l'espace, il y a des milliards d'années. Pourtant, ce n'est pas ça le plus troublant. Cette situation mortelle s'applique à 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Si toi aussi, tu veux comprendre pourquoi l'univers est si silencieux, alors clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi, car tu vas faire face à la réponse la plus impitoyable du paradoxe de Fermi. On commence. Nous pensions que l'univers devait déborder de lieux habitables. Nous pensions qu'il était statistiquement impossible que nous soyons seuls, car les mathématiques semblaient nous hurler que la vie était inévitable. Parmi les milliards de planètes autour des centaines de milliards d'étoiles, dans des centaines de milliards de galaxies, certaines devaient bien avoir les bonnes conditions. Mais le télescope spatial James Webb a regardé ces planètes, et tout a changé. Cette certitude mathématique si réconfortante a laissé place à une vérité dérangeante, car nous savons maintenant que la manière dont l'univers crée des lieux propices à la vie pourrait être la même manière dont il les détruit. Pour comprendre cette vérité, nous devons regarder une étoile à seulement 40 années-lumière de nous, TRAPPIST 1. C'est une petite étoile naine, pâle et rougeâtre. Son apparence n'est pas très impressionnante, mais 7 planètes tournent autour d'elle, et sur ces 7 planètes, 3 se trouvent dans la fameuse zone habitable, où les températures permettent à l'eau liquide d'exister. Quand les astronomes ont découvert ce système en 2017, l'enthousiasme était à son comble, car nous avions là de vraies candidates, des planètes rocheuses, de la bonne taille et à la bonne distance de leur étoile. La physique nous disait que ces planètes devaient avoir une atmosphère, des gaz s'élevant de l'intérieur de la planète, comme sur Terre, du dioxyde de carbone, de l'azote, de la vapeur d'eau. On s'attendait à ce que le télescope James Webb confirme cette hypothèse. Pourtant, quand Webb a tourné ses capteurs infrarouges vers la planète TRAPPIST 1b, il a vu quelque chose de complètement différent. Car si une planète a une atmosphère, même la plus fine, elle distribue la chaleur comme une couverture. Le côté jour n'est pas brûlant, pendant que le côté nuit est glacial. L'atmosphère équilibre la température en enveloppant la planète. Mais Webb n'a pas vu de couverture. Il a vu une roche nue qui rayonnait son énergie directement dans l'espace, comme s'il n'y avait rien entre la surface et le vide. Pas d'air, pas d'enveloppe, rien. Les scientifiques optimistes ont alors dit que c'était peu, être une simple exception, mais Webb a ensuite vérifié la deuxième planète, TRAPPIST 1c. Même méthode, même réponse. Pas d'atmosphère. 2 planètes qui, d'après tout ce que nous savons de la formation planétaire, auraient dû avoir une atmosphère, étaient complètement nues. Qu'est-ce qui avait pu faire ça ? Qu'est-ce qui aurait pu arracher l'atmosphère d'une planète qui aurait dû être physiquement protégée ? La réponse était douloureuse dans sa simplicité. L'étoile elle-même, TRAPPIST 1, bombardait constamment ses propres planètes. Toutes les quelques heures, elle projetait d'immenses nuages de plasma dans l'espace, des tempêtes de particules. Ces tempêtes étaient 12 fois plus puissantes que tout ce que les modèles avaient prédit. Ces éruptions balayaient la surface des planètes, arrachant les couches de l'atmosphère, une par une vers le vide. C'est pourquoi les planètes ne pouvaient pas produire de nouveaux gaz assez rapidement pour remplacer ceux qu'elles perdaient. Après des milliards d'années, il ne restait plus rien, et c'est là que réside le paradoxe impitoyable, car pour que les planètes reçoivent assez de chaleur pour que l'eau reste liquide, elles doivent être proches de leur étoile. Mais c'est cette proximité même qui en fait la cible de tempêtes de plasma mortelles. La distance qui rend la vie possible est aussi la distance qui rend la vie impossible. C'est un piège qui se referme sur lui-même. Pourtant, le plus inquiétant, c'est que TRAPPIST 1 n'est pas une exception, car les étoiles comme TRAPPIST 1, que l'on appelle des naines rouges,
constitue 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée. Autrement dit, 3 étoiles sur 4 vers lesquelles nous zoomons pour chercher des planètes se comportent exactement de cette manière. Ce n'est pas une anomalie, c'est le schéma général de l'univers. Webb a étudié ce schéma plus en profondeur. Il a mesuré des douzaines de planètes et a découvert une ligne de démarcation nette entre la masse planétaire et l'exposition aux radiations. Les planètes au-dessus de cette ligne sont potentiellement habitables, tandis que pour celles en dessous, la vie est impossible. Presque toutes les planètes mesurées jusqu'à aujourd'hui se trouvent sous cette ligne mortelle. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'exception. Mais cela signifie que les exceptions comme la nôtre sont extraordinairement rares, car notre Soleil appartient à une minorité qui ne constitue peu être que 8% de toutes les étoiles de la galaxie. Ces étoiles sont assez stables, longévives et grandes pour donner la bonne quantité de chaleur à une planète, sans la bombarder de radiations mortelles. Pourtant, Webb nous a aussi montré qu'un bon Soleil ne suffisait pas. Il y avait d'autres facteurs, bien plus de facteurs. Mais, en redessinant cette carte, Webb a simultanément ébranlé notre compréhension du temps lui-même. À quelle vitesse l'univers s'étend-il ? Cette question, au cœur de la cosmologie, dépend d'une seule valeur appelée la constante de Hubble. C'est un nombre qui décrit à quelle vitesse l'espace lui-même se dilate. Si nous connaissons ce nombre avec précision, nous connaissons l'âge et le destin de l'univers. Mais, il y a un problème géant, car selon la façon dont nous mesurons, nous obtenons 2 réponses différentes. La première méthode consiste à observer les supernovas, des étoiles en explosion. La luminosité de ces supernovas est si prévisible qu'on les utilise comme des balises de distance cosmique. Avec cette méthode, Adam Ries et son équipe, lauréats du prix Nobel, ont trouvé une valeur d'environ 73. Cela signifie que pour chaque million de parsecs de distance, les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse de 73 km par seconde de plus. Mais une deuxième méthode observe la plus ancienne lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique. Une équipe dirigée par Wendy Friedman, en partant de ce rayonnement, a calculé à rebours la vitesse de l'expansion et a atteint une valeur d'environ 67. 73 contre 67. Cela peut sembler une petite différence, mais ce n'est pas le cas. La probabilité que cette divergence soit une coïncidence statistique est de moins d'1 sur 3 milliards. En science, cela veut dire ce n'est pas une erreur de mesure, c'est un vrai problème. Webb devait résoudre cette énigme. Mais, lorsque Webb a mesuré les supernovas avec une précision sans précédent, améliorant les données et rendant la contradiction encore plus nette, le fossé ne s'est pas comblé. Au contraire, il s'est encore creusé. C'était comme découvrir que l'horloge avec laquelle nous essayons de mesurer la vitesse de l'univers retarde et avance en même temps, selon à qui vous posez la question. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous ? Si l'univers s'étend plus vite que 67, alors l'énergie noire, la force qui éloigne tout, est plus puissante que nous le pensions. Par conséquent, la fenêtre de temps pendant laquelle des structures complexes comme la vie peuvent exister est bien plus courte que ce que nos modèles indiquaient. Et si la découverte la plus troublante de Webb n'était même pas celle-là ? Et si la réponse ne se trouvait pas seulement dans ces galaxies lointaines ou ces planètes mortes, mais aussi, car la chose la plus troublante que Webb ait pu être trouvée, c'est ce qu'il a découvert entre les étoiles, dans ce prétendu vide, au cœur même du silence. Et si la réponse ne se cachait pas seulement dans ces galaxies lointaines ou ces planètes mortes, mais dans l'espace interstellaire lui-même. Car en 2023, Webb a découvert des molécules organiques complexes dérivant dans le vide interstellaire. Il s'agissait de longues chaînes de carbone et d'hydrogène connues sous le nom d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP. Ces structures ne sont pas anodines, car elles appartiennent à la même famille moléculaire que certaines parties de l'ADN. Les briques fondamentales de la vie sur Terre flottaient simplement dans le vide, sans être liées à aucune étoile, aucune planète ou aucune source visible. La même année, Webb a trouvé des traces de ces molécules dans une galaxie en dehors de la Voie lactée. Dans une galaxie qui n'a jamais eu de contact avec la nôtre, qui a sa propre histoire, ses propres étoiles, son propre passé
Les mêmes molécules s'étaient assemblées indépendamment. C'est pourquoi nous avons compris que la recette de la vie est universelle. Partout où il y a du carbone et de l'énergie, elle se forme spontanément, non pas comme un miracle rare, mais comme une nécessité chimique. Comme si l'univers avait une pulsion pour créer de la complexité. Comme si toutes les réactions suivaient un schéma invisible, menant à une chose précise. Mais vient alors la question qui vous fera frissonner. Si la recette est partout, si les ingrédients dérivent dans chaque galaxie, chaque nébuleuse, chaque grain de poussière, alors pourquoi l'univers est-il si silencieux? Rien que dans notre galaxie, il y a 400 millions de planètes semblables à la Terre dans la bonne zone. Des milliards d'années, une recette partout, mais pas un seul signal, pas un seul écho, pas un seul signe. Aucune trace que quelqu'un existe, a existé ou existera jamais. Ce n'est pas du pessimisme. Ce sont les données elles-mêmes, car dans les années 1950, le physicien Enrico Fermi a posé exactement cette question lors d'un déjeuner. Si la vie est si probable, alors où est tout le monde? Cette question est devenue plus tard le paradoxe de Fermi, et personne ne l'a résolu depuis. Mais nous avons maintenant un cadre pour y réfléchir. En 1998, l'économiste Robin Hansen a introduit le concept du grand filtre. Selon cette théorie, il existe une barrière quelque part entre la chimie inerte et une civilisation capable de voyager entre les étoiles ou d'envoyer des signaux. Une étape si difficile ou si mortelle que presque rien ne peut la franchir. La question cruciale est donc la suivante. Avons-nous déjà passé ce filtre? Ou se dresse-t-il encore devant nous? Si le filtre est derrière nous, c'est A. Dire si l'obstacle est par exemple l'émergence de la vie complexe, alors il est naturel que nous soyons seuls. Nous sommes le miracle rare qui a franchi ce seuil impossible. Mais si le filtre est encore devant nous, alors le silence de l'espace est un avertissement. Un avertissement que quelque chose que nous ne comprenons pas encore détruit tout ce qui devient suffisamment complexe, et nous nous rapprochons de cette chose. Webb n'a pas donné de réponse directe à cette question, mais il a fourni des indices qui assombrissent encore ce tableau, car en 2014, les astrophysiciens Zvi Piran et Raúl Jiménez ont calculé que les sursauts gamma des explosions massives d'étoiles mourantes pourraient avoir stérilisé jusqu'à 90% de la pire surface de toutes les planètes de la Voie lactée, au moins une fois au cours du dernier milliard d'années. Ce n'est pas une mort lente, un flash, et la planète ne sait pas ce qui lui arrive, car le signal qui l'avertirait voyage à la même vitesse que le rayonnement lui-même, la vitesse de la lumière. Vous le voyez au moment où il vous atteint. C'est pourquoi en 2024, Webb a détecté une telle explosion qui s'est produite alors que l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Cela signifie que ces explosions ont existé depuis le tout début, partout, tout le temps. Combien de planètes abritaient déjà une première forme de vie lorsqu'un tel rayon a traversé leur système? Pourtant, même cela n'explique pas tout, car même selon les pires estimations, certaines planètes auraient dû rester dans des zones sûres, certaines auraient dû survivre. Parmi les 400 millions de candidates dans notre galaxie, au moins une civilisation aurait dû survivre assez longtemps pour se manifester sur des milliards d'années. Mais il n'y a rien. Peut être que le filtre ne réside pas dans les explosions d'étoiles. Peut être qu'il se trouve dans quelque chose que nous n'avons même pas encore identifié comme un risque. Quelque chose de si fondamental que nous ne le voyons pas, car nous y sommes trop enracinés. Et maintenant, tous ces concepts que nous avons examinés, les planètes mortes, un univers en accélération constante, une recette de la vie omniprésente, mais qui n'aboutit jamais, et impossible. Grand filtre qui nous attend, tout cela forme un immense point d'interrogation. Mais ce sont encore en grande partie des théories, des modèles et des arguments statistiques, et les découvertes concrètes, tangibles, que Webb a directement observées, que disent-elles? Il est temps de passer des théories aux faits, car une chose que Webb a trouvée a rendu cette question à la fois plus difficile et plus inévitable à poser. Et cette découverte concernait une molécule qui pourrait tout changer. Et cette découverte concernait une molécule qui pourrait tout changer, car cette trouvaille
a eu lieu sur une planète nommée K2-18b. Et maintenant vient le vrai choc. Bienvenue là où les théories s'arrêtent et où les données parlent. C'est ici que James Webb a démoli tout ce que nous pensions savoir sur le cosmos. Premier choc, la planète K2-18b. À 120 années-lumière de nous, sa masse est 8 fois celle de la Terre. La température à sa surface est supérieure à 100 degrés Celsius. Cette planète a une atmosphère dense, riche en hydrogène. Un monde Ishan. Autrement dit, l'enfer pour tout ce qui a des poumons ou des yeux. Mais Webb a regardé l'atmosphère de cet enfer et il y a trouvé du sulfure de diméthyle. C'est important, car sur Terre, il n'existe qu'une seule source connue pour cette molécule, les organismes vivants, en particulier le plancton océanique. Aucun processus géologique, aucune réaction chimique abiotique connue ne produit cette molécule en quantité significative. Est-ce que cela signifie que nous avons trouvé la vie ? Probablement pas, car même si quelque chose y vit, ce serait une vie qui s'est développée dans des conditions qui nous tueraient en quelques secondes. Une vie inconsciente, muette, faite d'enfer. Mais l'impossibilité n'est pas là. La véritable impossibilité, c'est que cette molécule existe sur cette planète. C'était un défi aux lois connues de la chimie. Pourtant, les vraies impossibilités que Webb a découvertes sont apparues lorsqu'il a regardé au tout début du temps. Deuxième choc. Des galaxies qui ne devraient pas exister. Les lois de la physique sont simples. Au début de l'univers, la matière se refroidit, la gravité la rassemble, la poussière s'agglomère, les étoiles s'allumant. Pendant des milliards d'années, des générations d'étoiles naissent et meurent. C'est seulement ainsi que de grandes galaxies matures se forment lentement. Ce processus prend du temps, au moins 2 à 3 milliards d'années. Mais Webb a trouvé une galaxie qui existait alors que l'univers n'avait que 290 millions d'années. Son nom est JADESGSZ140. Sa lumière a voyagé pendant 5 milliards d'années pour nous atteindre. Mais elle était là, mature, structurée, brillante. Elle contenait des éléments lourds qui nécessitent des générations d'explosions d'étoiles. Comment cela était-il possible à une époque où l'univers n'avait même pas encore terminé sa première génération d'étoiles? C'était comme regarder du béton frais et découvrir qu'il y a une forêt de 20 ans derrière. C'était physiquement impossible. Nos modèles ne le prévoyaient pas. Les scientifiques ont d'abord pensé que c'était une erreur de mesure. Mais ce n'était pas le cas. Webb a documenté plus de 300 objets de ce type, tous trop précoces, tous trop grands, tous trop complexes. Nos modèles se sont donc effondrés. Mais ce que Webb a brisé, ce ne sont pas seulement nos modèles du passé, car le troisième et peut être le plus profond choc est apparu dans le nombre le plus fondamental décrivant l'état actuel et l'avenir de l'univers, la constante de Hubble. D'un côté, il y avait 73, la valeur trouvée par Adam Ries et son équipe en observant les supernovas. De l'autre, il y avait 67, la valeur trouvée par Wendy Friedman et son équipe en observant le fond diffus cosmologique. 2 méthodes différentes, 2 résultats différents. La probabilité que la différence soit une erreur était de moins d'1 sur 3 milliards. C'était la plus grande crise de la cosmologie. Webb devait être l'arbitre. Mais, au lieu de résoudre la crise, il l'a approfondie, car les mesures d'une précision sans précédent de Webb ont confirmé que chaque camp avait raison dans ses propres mesures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que l'univers s'étend à 2 vitesses différentes en même temps. Ça veut dire que nous ne comprenons pas la physique sous-jacente. C'est comme si vous mesuriez la vitesse d'une voiture à la fois avec le compteur de vitesse et le GPS, et que les deux affichaient constamment des chiffres différents, cohérents mais différents. Le problème n'est pas dans les indicateurs. Le problème est dans le moteur de la voiture, c'est-à-dire dans les lois fondamentales qui régissent l'univers. Webb n'a pas comblé cette fissure. Il nous a montré à quel point cette fissure était profonde et fondamentale. D'un côté, une possible trace de vie en enfer. De l'autre, des galaxies qui ne devraient pas exister. Et au milieu, un univers qui s'étend à 2 vitesses différentes en même temps.
Ces découvertes ont ébranlé les fondements de la cosmologie. Mais ces anomalies n'étaient-elles que des coïncidences? Ou bien pointaient-elles toutes vers quelque chose de bien plus profond et de plus troublant que nous ne comprenons pas encore? Car chacune de ces découvertes est une énigme en soi, mais ensemble, elles commencent à former un schéma dérangeant, et la partie la plus sombre de ce schéma était bien plus proche que vous ne pouvez l'imaginer, cachée au cœur même de notre propre maison, au centre de la Voie lactée. Là, un monstre dormait en silence, et Webb et il a révélé les preuves du réveil de ce monstre, car au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif nommé Sagittarius A, 4 millions de fois la masse du Soleil. Chaque étoile de la galaxie, chaque planète, chaque grain de poussière tourne autour de cet objet. Nous aussi, nous tournons autour de lui. Normalement, il est calme. Il avale un peu de gaz de temps en temps, brille un court instant et se tait à nouveau. Mais, il y a environ 2 à 4 millions d'années, il s'est réveillé. Il a commencé à avaler d'énormes quantités de matière et l'énergie créée par ce processus a explosé sous la forme de 2 jets de plasma géants et chauds qui ont percé verticalement le disque de la galaxie. Ces jets ont parcouru des milliers d'années-lumière. Les cicatrices sont encore visibles. 2 bulles géantes de gaz super chaud, chacune mesurant 25 000 années-lumière. Aujourd'hui, elles sont connues sous le nom de bulles de Fermi. Notre propre trou noir a fait ça, mais il s'est ensuite rendormi. Alors, qu'est-ce qui réveille une telle chose? Qu'est-ce qui déclenche une telle explosion? Et comment savoir que cela ne se reproduira pas? Car, lorsque Webb regarde les premiers temps de l'univers, il voit partout des trous noirs actifs appelés quasars. Ils se nourrissent constamment, émettent constamment des radiations, changent constamment tout ce qui les entoure. Il semble donc que l'état normal soit d'être actif, pas de dormir. Le Sagittarius, à fois endormi que nous avons aujourd'hui, ne peut être qu'une exception, une pause entre les repas. La prochaine fois qu'il se réveillera, que les jets se rallumeront et que cette fois l'angle sera légèrement différent, un peu plus proche de notre système solaire, que se passera-t-il? La radiation percera le bouclier protecteur du Soleil, l'héliosphère. La couche d'ozone sera alors détruite en quelques mois, pas en milliers d'années. Et nous l'apprendrons au moment où la lumière des jets nous atteindra, c'est dire au moment où le rayonnement lui-même arrivera ici. 0 avertissement préalable. Ce n'est pas une spéculation, c'est de la physique. Mais la source d'une extinction soudaine et totale pourrait être bien plus proche de nous que ce lointain trou noir. Bételgeuse. Une supergéante rouge à 650 années-lumière. Elle est en fin de vie. Elle bat de manière irrégulière. Ces dernières années, elle s'est obscurcie et rallumée à plusieurs reprises. Les astronomes ne peuvent toujours pas l'expliquer complètement. À un moment donné, elle explosera, pas dans des millions d'années. Peut être dans 100 000 ans, peut être demain. Lorsqu'elle explosera en supernova, elle sera visible dans le ciel diurne pendant des semaines. C'est le côté beau, spectaculaire de la chose. Mais il y a l'autre côté. Si l'effondrement produit un jet de rayons gamma focalisés, et si ce jet est dirigé vers la Terre, la couche d'ozone sera détruite en quelques semaines. La même force qui détruira Bételgeuse a aussi créé les atomes lourds qui ont un jour formé votre corps. Ce n'est pas une métaphore. Le fer dans votre sang a été forgé à l'intérieur d'étoiles comme Bételgeuse. Ce qui peut vous créer peut aussi vous anéantir. La création et la destruction sont 2 faces de la même force. Comme si toutes ces horreurs cosmiques ne suffisaient pas, même lorsque Webb a regardé notre propre jardin, le système solaire, il a bouleversé ce que nous pensions savoir. Car en 2022, lorsque Webb a observé Neptune, l'humanité n'avait pas vu d'image détaillée de cette planète depuis environ 33 ans. Voyager 2 l'avait photographiée en passant à côté en 1989, c'est tout. Un seul passage, et nous avions supposé savoir à quoi elle ressemblait. Mais Webb a dit « Non, vous ne savez pas, car en lumière infrarouge, Neptune n'est pas bleue, elle est presque entièrement noire et sombre, avec des bandes brillantes de nuages de glace de méthane et un étrange point lumineux au pôle sud que personne ne peut expliquer. Les anneaux que Voyager avait faiblement imagés
sont apparus avec une clarté que personne n'attendait dans les clichés de Webb. Des anneaux faibles et poussiéreux qu'aucun modèle n'avait prédits. La structure des anneaux présentait des motifs qui ne correspondaient pas à nos calculs. Une planète que l'humanité connaît depuis près de 200 ans. Et nous ne savons toujours pas exactement ce qui s'y passe. Voici donc les découvertes. Une planète infernale avec de possibles traces de vie, des galaxies qui ne devraient pas exister au début des temps, un univers fonctionnant à 2 vitesses différentes, un trou noir qui peut se réveiller à tout moment, et des planètes que nous ne comprenons même pas dans notre propre jardin. Tout cela en provenance d'un seul télescope, en seulement 3 ans. Ces découvertes montrent à quel point l'univers est étrange, complexe et peu compris. Mais comment ce télescope obtient-il ces images impossibles ? Comment cet œil infrarouge parvient-il à voir au-delà de la poussière et du temps ? Car derrière ces découvertes choquantes se cache une technologie au moins aussi impressionnante. Et comprendre comment cette technologie fonctionne est la clé pour comprendre pourquoi ces découvertes sont si révolutionnaires. Il est temps de révéler les secrets cachés dans les miroirs, les capteurs et les systèmes de refroidissement de Webb. Car la prochaine couche de cette histoire ne concerne pas seulement ce que nous voyons, mais comment nous le voyons. Et la prochaine couche de cette histoire ne concerne pas seulement ce que nous voyons, mais comment nous le voyons. Car derrière ces découvertes choquantes se cache une merveille d'ingénierie et de physique au moins aussi impressionnante. Ralentissons un peu le tempo. Éloignons-nous un instant de l'excitation de ces découvertes épiques et regardons sous le capot de cette machine à remonter le temps cosmique. Comment le télescope spatial James Webb obtient-il ces images impossibles ? Comment cet œil infrarouge parvient-il à voir au-delà de la poussière et du temps ? La réponse réside dans quelques mécanismes fondamentaux qui fonctionnent en parfaite harmonie. Et le premier est la raison d'être de Webb. Ce mécanisme est la vision infrarouge elle-même. Le secret de Webb est simple. Il ne regarde pas l'univers en lumière visible, mais avec une sorte de lunette de vision nocturne cosmique. C'est dire en lumière infrarouge. Pensez-y de cette façon. Plus un objet s'éloigne, plus il s'éloigne vite de nous, car l'univers est en expansion. Tout comme la sirène d'une ambulance devient plus grave, fréquence plus basse, à mesure qu'elle s'éloigne de vous, la longueur d'onde de la lumière émise par une galaxie s'allonge à mesure qu'elle s'éloigne de nous et se décale vers le rouge. La lumière des galaxies les plus lointaines de l'univers, c'est, à dire du tout début des temps, s'est tellement décalée vers le rouge qu'au moment où elle nous atteint, ce n'est plus de la lumière visible, mais de la lumière infrarouge. C'est pourquoi, si vous voulez voir le début de l'univers, vous devez voir dans les longueurs d'onde infrarouges. Webb a été conçu pour faire exactement cela. Ces détecteurs sensibles peuvent capter des longueurs d'onde entre 0, 6 et 28, 5 micromètres. Cela commence juste au-delà de la lumière rouge que l'œil humain peut voir et s'étend jusqu'à des longueurs d'onde beaucoup plus longues. Le télescope spatial Hubble, lui, fonctionne principalement en lumière visible et ultraviolette, environ 0, 1 à 2, 5 micromètres. Webb n'est donc pas un concurrent de Hubble, mais un successeur qui voit quelque chose de complètement différent. Car la vision infrarouge a un autre super pouvoir. Elle peut traverser la poussière. La lumière visible est bloquée et diffusée par les immenses nuages de poussière et de gaz où naissent les étoiles. Mais la lumière infrarouge, avec ses longueurs d'onde plus longues, peut percer cette poussière. C'est ainsi que Webb a pu révéler des centaines d'étoiles naissantes à l'intérieur de structures comme les piliers de la création, que Hubble ne voyait que comme une silhouette sombre. Ce mécanisme est si efficace car il nous a ouvert 2 fenêtres auparavant fermées, la petite enfance de l'univers et les maternités d'étoiles. Mais pour pouvoir capter une lumière si faible et si étirée, vous avez besoin d'un œil géant. C'est là qu'intervient le deuxième mécanisme, cet emblématique miroir doré. Vous pouvez le considérer comme un seau géant qui essaie d'attraper la pluie de photons tombant des coins les plus reculés de l'univers. Plus votre seau est grand, plus vous attrapez de photons. Le miroir principal de Webb a un diamètre de 6-5 mètres. C'est beaucoup plus grand que le miroir de Hubble qui fait 2-4 mètres de diamètre.
Cela signifie que Webb a une surface de collecte de lumière environ 6-25 fois plus grande. Ce miroir géant, comme un origami qui se déploie dans l'espace, est composé de 18 segments hexagonaux. Chaque segment est fait d'un métal appelé beryllium, ultra léger et capable de conserver sa forme à des froids extrêmes. Mais la vraie magie réside dans le revêtement de surface. Ces segments de beryllium sont recouverts d'une couche d'or de seulement 100 nanomètres d'épaisseur, environ 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Pourquoi de l'or? Parce que l'or est l'un des meilleurs réflecteurs de lumière infrarouge et il dirige plus de 99% des photons infrarouges qui le frappent vers les détecteurs. Hubble avait un miroir monobloc, solide, mais il était impossible de lancer un miroir de 6-5 mètres en une seule pièce dans l'espace. C'est pourquoi les ingénieurs ont développé cette conception pliable et segmentée pour qu'elle puisse tenir dans le nez de la fusée Ariane 5. Dans l'espace, ces 18 segments s'alignent avec une précision nanométrique pour former une surface de miroir unique et parfaite. Ce mécanisme est si efficace car il fournit l'immense puissance de collecte nécessaire pour recueillir ces précieux photons provenant des objets les plus faibles et les plus lointains de l'univers. Sans ce miroir, la vision infrarouge serait inutile. Cependant, avoir un œil infrarouge géant pose un problème fondamental. Le télescope lui-même est aussi une source de lumière infrarouge, c'est à dire de chaleur. C'est ce problème que résout le troisième et peut être le plus incroyable mécanisme, le pare-soleil de la taille d'un court de tennis. Vous pouvez imaginer cette structure comme la bouteille thermos la plus avancée de l'univers ou un parasol à 5 couches. Webb essaie de détecter la chaleur provenant des objets les plus froids et les plus faibles de l'univers. Pour ce faire, il doit être lui-même beaucoup plus froid qu'eux, sinon il serait aveuglé par sa propre chaleur. Webb doit donc bloquer la chaleur et la lumière du Soleil, de la Terre et de la Lune. Le pare-soleil fait exactement cela. Il est composé de 5 couches d'un polymère spécial appelé kapton, chacune aussi fine qu'un cheveu humain. Entre ces couches se trouvent des vides. Cette structure abaisse la température d'environ 85 degrés Celsius du côté chaud du bouclier face au Soleil à moins 233 degrés Celsius, soit seulement 40 degrés au-dessus du zéro. Absolu, 40 kelvins du côté froid, où se trouvent le télescope et les instruments. C'est un facteur de réduction de chaleur de plus d'1 million. Mais même cela ne suffit pas. L'instrument infrarouge le plus sensible de Webb, le MIRI, Mid-Infrared Instrument, doit être encore plus froid. Webb utilise donc un cryoréfrigérateur actif à base d'hélium pour refroidir MIRI à moins 266 degrés Celsius, soit seulement 7 kelvins. Pour maintenir cet environnement extrêmement froid, Webb est positionné à 5 millions de kilomètres de la Terre, au point de Lagrange le 2, où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent. Ce mécanisme est si efficace car il élimine le bruit causé par la propre chaleur du télescope et permet aux détecteurs d'entendre même les chuchotements les plus faibles du cosmos. Nous avons donc 3 clés fondamentales. Des yeux infrarouges pour capter la première lumière de l'univers, un miroir doré géant pour collecter cette faible lumière, et un bouclier géant pour fournir un environnement extrêmement froid afin que ses yeux ne soient pas aveuglés par leur propre chaleur. Lorsque ces 3 éléments sont réunis, vous commencez à comprendre pourquoi Webb est si révolutionnaire. Ce n'est pas seulement un télescope plus grand, c'est une entité complètement différente qui voit l'univers d'une manière entièrement nouvelle. Mais le miroir et le bouclier ne sont que la partie visible de l'histoire. La vraie magie, qui transforme cette lumière collectée en données significatives, commence de ce côté froid et sombre à l'intérieur des détecteurs. Car capter les photons est une chose, mais comprendre les secrets qu'ils transportent, c'est dire ce qu'il y a dans l'atmosphère d'une planète ou à quelle vitesse une galaxie s'éloigne, est une toute autre chose. Et à l'intérieur de ces détecteurs se cache une technologie encore plus sensible que la lumière elle-même. Et à l'intérieur de ces détecteurs se cache une technologie encore plus sensible que la lumière elle-même. Car capter les photons est une chose,
mais lire leurs empreintes digitales chimiques en est une autre. Et le mécanisme qui fait cela, c'est la spectroscopie. C'est la véritable puissance révolutionnaire de Webb. Vous pouvez imaginer cela comme faire passer un faisceau de lumière à travers un prisme et le décomposer en couleurs de l'arc-en-ciel. Mais les spectrographes de Webb le font avec une précision extrême. Lorsqu'il reçoit la lumière d'une étoile ou d'une galaxie, il la décompose en des milliers de couleurs infrarouges ou de longueurs d'onde différentes. Lorsque nous analysons la lumière d'une étoile qui traverse l'atmosphère d'une planète, chaque élément chimique ou molécule dans l'atmosphère absorbe la lumière à des longueurs d'onde spécifiques. Par conséquent, dans le spectre résultant, c'est à dire cet arc-en-ciel, des lignes sombres ou raies d'absorption apparaissent. La position de ces lignes nous dit exactement quels éléments, comme l'eau, le méthane, le dioxyde de carbone, sont présents. C'est comme lire un code-barre de supermarché. Chaque code-barre correspond à un produit unique. Chaque motif de raie d'absorption correspond à un composé chimique unique. Les instruments de Webb comme NIRSpec, Near Infrared Spectrograph et MIRI, Mid Infrared Instrument, font ce travail. NIRSpec dispose d'une technologie révolutionnaire appelée réseau de micro-obturateurs, capable de prendre le spectre de plus de 100 objets célestes différents en même temps. C'est une grille de plus de 250 000 minuscules fenêtres qui peuvent être ouvertes et fermées individuellement. Les spectrographes de Hubble devaient généralement se concentrer sur une seule cible. Webb peut donc collecter des données des centaines de fois plus rapidement. C'est ainsi que nous avons appris l'existence potentielle du sulfure de diméthyle sur la planète K2-18b. En analysant cette minuscule, cette subtile ligne sombre dans le spectre de la lumière qui a traversé son atmosphère, ce mécanisme est si efficace car il nous donne non seulement une photo d'un objet, mais aussi sa recette chimique. C'est ainsi que nous pouvons comprendre si une planète est habitable ou quel âge a une galaxie, mais que se passe-t-il si l'objet que vous voulez analyser est si faible que sa lumière se perd complètement dans la lumière d'un objet plus brillant? C'est là qu'intervient le cinquième et plus astucieux mécanisme de Webb, la coronographie. C'est l'art de créer une éclipse solaire artificielle. Vous pouvez comparer cela au fait de lever la main pour bloquer un phare de voiture qui vous éblouit afin de voir une personne derrière. Le coronographe fait exactement cela. Un petit disque opaque ou un masque à l'intérieur du télescope bloque directement la lumière d'une étoile brillante. Cela nous permet de voir des objets beaucoup plus faibles qui seraient normalement noyés dans l'éclat de cette étoile. C'est à dire les planètes qui tournent autour d'elle. Les instruments NIRCam, Near Infrared Camera et MIRI de Webb sont tous deux équipés de coronographes avancés. Ces coronographes peuvent supprimer la lumière de l'étoile d'un facteur de 100 000 à 10 millions, mais ce n'est pas un simple blocage, car les ondes lumineuses se diffractent lorsqu'elles passent le bord d'un obstacle. Cela provoque la fuite de la lumière de l'étoile bloquée vers le détecteur, créant des motifs parasites appelés halos. C'est pourquoi les coronographes de Webb utilisent des éléments optiques complexes et des algorithmes logiciels conçus pour annuler cette lumière diffractée. Hubble avait aussi des coronographes, mais la sensibilité infrarouge de Webb et sa plateforme plus stable rendent cette technique beaucoup plus puissante, car les planètes sont plus brillantes en lumière infrarouge par rapport à leurs étoiles. Ce mécanisme est si efficace car il nous donne la possibilité de regarder dans ces zones sombres juste à côté des étoiles et d'imager directement les planètes. C'est à dire les exoplanètes. C'est prendre une photo d'une planète, au lieu de simplement déduire son existence des petites oscillations de la lumière de son étoile. Avec la spectroscopie, nous lisons la chimie. Avec la coronographie, nous bloquons la lumière aveuglante des étoiles. Mais la capacité peut être la plus incroyable de Webb et d'utiliser la gravité elle-même comme une lentille. C'est le sixième et dernier grand mécanisme, la lentille gravitationnelle. La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein dit que les objets massifs, comme un amas de galaxies, courbent l'espace-temps. La lumière venant de derrière eux, en voyageant dans cet espace-temps courbé, change de direction comme si elle passait à travers une lentille de verre. Cet amas de galaxies massifs agit comme un télescope cosmique naturel.
Il amplifie et focalise la lumière des galaxies beaucoup plus lointaines et plus faibles derrière lui. C'est pourquoi Webb peut voir des objets si éloignés qu'il ne pourrait jamais les voir normalement. La première image en champ profond de Webb, SMACS 0723, est un exemple frappant de cet effet. L'amas de galaxies massifs au centre de l'image courbe la lumière des galaxies situées à des milliards d'années-lumière derrière lui, les montrant sous forme d'arcs et de bandes déformées. Webb a pu voir certaines de ces galaxies lentillées, alors que l'univers n'avait que 600 millions d'années. Hubble a utilisé cet effet à plusieurs reprises, mais le plus grand miroir de Webb et sa plus grande sensibilité infrarouge lui permettent d'utiliser ces lentilles naturelles de manière beaucoup plus efficace. En analysant le spectre de cette lumière lentillée, Webb peut apprendre la composition chimique des premières étoiles et galaxies de l'univers, des détails jusqu'ici inatteignables. Ce mécanisme est si efficace car il nous donne la possibilité d'utiliser un télescope fourni par la nature elle-même. C'est utiliser les propres règles de l'univers pour révéler ses secrets les plus profonds. Voilà donc l'arsenal de Webb. Des yeux infrarouges, un miroir doré pliable, un pare-soleil géant, des lecteurs de code-barres chimiques, des éclipses solaires artificielles et la capacité d'utiliser la gravité elle-même, comme une lentille. Tous ces mécanismes, lorsqu'ils sont réunis, créent non seulement un télescope, mais une machine à remonter le temps, un laboratoire de chimie et un explorateur universel. Mais toute cette technologie incroyable, toute cette ingénierie ahurissante, n'est en fin de compte qu'un outil. Ce qui est vraiment passionnant, c'est ce que cet outil nous montre. Nous savons maintenant comment il fonctionne. Il est temps de revenir au plus grand drame cosmique que cette machine a révélé, aux moments les plus violents, les plus créatifs et les plus destructeurs de l'univers. Car Webb n'a pas seulement regardé des planètes silencieuses ou des galaxies lointaines. Il a aussi regardé là où bat le cœur de l'univers, dans ces arènes chaotiques où les étoiles naissent et meurent, où les galaxies entrent en collision. Et ce qu'il y a trouvé est plus. Et ce qu'il y a trouvé est plus grand que tout ce que nous avons raconté jusqu'à présent, plus violent, plus fondamental. Nous savons maintenant comment nous voyons. Il est temps de témoigner des plus incroyables de ces visions, des plus grands spectacles de la scène cosmique. Le tempo s'accélère à nouveau, et au plus haut point. C'est ici que James Webb a réécrit toutes les règles de l'univers. C'est le point culminant de la vidéo. C'est le choc et la crainte cosmique à l'état pur. Soyez prêts, car ça commence maintenant. Premier moment épique, les piliers de la création. Impossible, mais c'était réel. Hubble avait déjà imagé cette structure. C'était iconique. Mais il n'avait vu que la surface. Des tours géantes de gaz et de poussière. La lumière ne passait pas. Des silhouettes sombres. Mice, Webb a regardé. Avec ses yeux infrarouges. Et il a vu à travers cette poussière, pour la première fois de l'histoire. Et là, il y avait des centaines d'étoiles naissantes, âgées de seulement quelques centaines de milliers d'années. Pas même un clignement d'œil à l'échelle cosmologique. Elles venaient tout juste de s'allumer. Des points rouges, brillants, des braises scintillant dans la poussière. Cette image a pris une photo gravée dans l'esprit d'une génération et l'a transformée en une maternité vivante qui respire. À l'intérieur de ces piliers, il y avait des détails que Hubble n'aurait jamais pu découvrir. Autour de beaucoup de ces jeunes étoiles, les disques en rotation où se forment les planètes, les disques protoplanétaires, étaient déjà là. Là, à cet instant, de nouveaux systèmes solaires naissaient. C'était une répétition en temps réel, à 7000 années-lumière, du processus qui a commencé ici il y a 4 milliards d'années. Les scientifiques étaient sous le choc, car les modèles ne s'attendaient pas à ce que la formation d'étoiles soit si efficace dans une région aussi dense. Le rayonnement violent des jeunes étoiles massives aurait dû disperser le gaz et la poussière, empêchant la formation de nouvelles étoiles. Mais Webb a montré le contraire. La création et la destruction dansaient en même temps au même endroit. Notre compréhension de l'une des structures les plus emblématiques de l'univers a donc changé pour toujours avec une seule image. Mais il y avait plus grand. Deuxième moment épique, la collision de galaxies. Un accident de la circulation cosmique. Webb a regardé un groupe de 5 galaxies se dirigeant les unes vers les autres, connues sous le nom de quintette de Stéphane.
Maze, ce n'était pas un simple regard, c'était la plus grande image web jamais prise. Plus de 150 millions de pixels, créés en assemblant près de 1000 fichiers d'images distincts. Et elle nous a montré la puissance créatrice de la violence galactique avec des détails sans précédent. 4 de ces galaxies, à 290 millions d'années-lumière, étaient enfermées dans une danse gravitationnelle. Elles se traversaient, se volant mutuellement des étoiles et du gaz. Au milieu de ce chaos, Webb a détecté d'énormes régions de formation d'étoiles, composées de centaines de millions de jeunes étoiles. Les ondes de choc de la collision compressaient le gaz, déclenchant la formation de nouvelles étoiles. Maïs. Le détail le plus incroyable se trouvait dans la galaxie la plus haute du groupe, NGC 7319. En son centre, Webb a trouvé les traces d'un trou noir supermassif actif. Ce trou noir avait une masse de 24 millions de fois celle du Soleil. En avalant le gaz environnant, il émettait une énergie équivalente à la luminosité de 40 milliards de soleils. Webb a cartographié le flux de gaz autour de ce trou noir avec une précision qu'aucun télescope n'avait jamais atteinte. Ces découvertes ont fondamentalement ébranlé nos théories sur l'évolution et la fusion des galaxies, car c'était la première fois qu'une analyse de collision aussi détaillée était réalisée à si courte distance. C'était comme non seulement photographier un accident de voiture, mais voir seconde par seconde comment chaque pièce du moteur se dispersait, comment le métal se tordait et où allait l'énergie libérée. Et maintenant vient le vrai miracle. 3e moment épique, l'étoile la plus lointaine de l'histoire. Une seule étoile, pas une galaxie, pas un amas, un seul point. Son nom est Earendel. En vieil anglais, cela signifie « étoile du matin ». Sa lumière a voyagé pendant 9 milliards d'années pour nous atteindre. C'est un record. C'est l'étoile unique, la plus lointaine et la plus ancienne jamais observée. Quand Webb a capté cette lumière, l'univers n'avait que 7% de son âge actuel. Il n'avait que 900 millions d'années. Maze. Comment? Il aurait dû être impossible de voir une seule étoile à une telle distance. Car à cette distance, les étoiles individuelles sont trop faibles pour être distinguées, même pour les télescopes les plus puissants. La réponse était dans la lentille gravitationnelle. Entre Earendel et nous se trouvait un amas de galaxies massifs WHL 013708. Cet amas a agi comme une loupe cosmique naturelle. Il a amplifié la lumière d'Earendel d'au moins 1000 fois, peut être même 4000 fois, la rendant visible pour Webb. Les scientifiques pensent qu'Earendel est une étoile géante de type B, au moins 50 fois plus massive et des millions de fois plus brillante que le Soleil. Elle est déjà morte. Elle a explosé en supernova il y a des milliards d'années. Mais sa lumière a continué son voyage, et nous sommes la dernière étape de ce voyage. Cette découverte a rendu tangible pour la première fois la possibilité d'étudier les premières étoiles de l'univers, les étoiles de population 3. Ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est regarder nos propres origines atomiques, ces premières forges cosmiques où les éléments lourds qui composent notre corps ont été forgés. Mais attendez, il y a plus, beaucoup plus. 4e moment épique, la nébuleuse de l'anneau austral, la mort d'une étoile. Mais cela ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu auparavant. Webb a imagé le dernier souffle d'une étoile mourante à environ 2500 années-lumière, et l'image qui en a résulté était à la fois d'une beauté à couper le souffle et scientifiquement révolutionnaire. Les 2 caméras de Webb, NIRCam et MIRI, ont imagé la nébuleuse simultanément, et 2 images complètement différentes sont apparues. NIRCam a montré les couches complexes et les structures du gaz chaud éjecté par l'étoile. Mais MIRI, en regardant plus profondément dans le spectre infrarouge, a révélé clairement, pour la première fois de l'histoire, la 2e étoile au centre de ce système. Oui, il y avait 2 étoiles. L'étoile mourante n'était pas seule. Elle avait un compagnon qui tournait autour d'elle, et ce compagnon, en mélangeant le gaz et la poussière éjectée par l'étoile mourante, lui donnait ses formes complexes et asymétriques. Cela a prouvé que la mort d'une étoile n'est pas un événement solitaire, mais qu'elle se produit dans une relation, maïs,
le plus grand choc n'était pas là. L'analyse spectroscopique de Webb a détecté un halo de molécules complexes, y compris des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, à l'intérieur de cette nébuleuse. Les briques fondamentales de la vie naissaient des débris d'une étoile. C'était le recyclage cosmique dans sa forme la plus pure. Le matériau libéré par la mort d'une étoile devenait la matière première pour de nouvelles étoiles et planètes. Webb nous a permis de voir ce processus au niveau atomique. Création, collision, l'étoile la plus lointaine, mort et renaissance. Webb nous a tout montré. Maze. Le plus grand choc est survenu face à la question la plus fondamentale. Quand l'univers a-t-il commencé? Et à quoi ressemblait-il à ses débuts? 5e et dernier moment épique. J-A-D-E-S-G-S-Z-140. Cette galaxie qui ne devrait pas exister. Maze. Cette fois, les chiffres sont encore plus fous. L'univers n'a que 290 millions d'années. C'est comme regarder un bébé de 3 semaines dans la vie d'un être humain. Cette galaxie mesure 1600 années-lumière de large. Et elle a une masse de 500 millions de fois celle du Soleil. Comment ces chiffres sont-ils possibles? Selon nos modèles, le gaz nécessaire pour former autant d'étoiles en si peu de temps ne devait pas être présent dans cette région. Ou alors, le processus de formation d'étoiles devait être des centaines de fois plus efficace que nous le pensions. Cette découverte, publiée dans la revue Nature Astronomy, a provoqué un séisme dans la communauté cosmologique, car ce n'était pas seulement une anomalie, c'était la preuve que nous ne comprenons pas les lois de la physique au tout début de l'univers. Soit la matière noire se comporte différemment de ce que nous pensions, soit ce que nous savons des premières étoiles est fondamentalement faux. Cette galaxie était un défi lancé au modèle standard de la cosmologie, et ce défi reste toujours sans réponse. Voilà la grande symphonie de Webb, maternité d'étoiles, guerre galactique, fantôme du début des temps, dernier chant d'étoiles mourantes et galaxies naissantes qui ne devraient pas exister. Tout cela révélé en seulement 3 ans. Mais derrière toute cette violence, ce chaos, cette création et cette destruction, peut-il y avoir un sens plus profond? Ces drames cosmiques nous racontent-ils seulement à quel point l'univers est grand et puissant, ou bien pointent-ils tous vers quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus philosophique? Car lorsque nous regardons ces images, nous ne voyons pas seulement des étoiles et des galaxies. Nous voyons les questions les plus fondamentales de notre propre existence. Et Webb a aussi des choses à nous dire à ce sujet, car la découverte la plus surprenante ne se cache peu, être pas dans toutes ces images, mais dans cette question silencieuse qu'elle suscite en nous. Qui sommes-nous? Et quelle est notre place dans tout cela? Car la prochaine couche de Webb plonge au cœur même de cette question. Car ces drames cosmiques ne nous racontent pas seulement à quel point l'univers est grand et puissant. Ils nous montrent la structure fondamentale de l'univers, son squelette invisible. Et ce squelette est bien plus étrange que nous l'avions imaginé. Le tempo est toujours au maximum, car maintenant, nous regardons la structure la plus invisible, la plus mystérieuse et la plus fondamentale que Webb ait vue. C'est ce réseau sombre qui maintient tout ensemble, mais que nous ne pouvons jamais voir. 6e moment épique, la toile cosmique, jamais vue. Jusqu'à présent, la structure à grande échelle de l'univers ressemble à une toile d'araignée géante. Les amas de galaxies sont reliés entre eux par d'immenses filaments de gaz et de matière noire, appelés la toile cosmique. Entre ces filaments se trouvent d'immenses vides, presque entièrement vides. C'était un modèle théorique. Mais la voir directement, impossible, car ces filaments sont extrêmement raréfiés et faibles. Mais Webb, en 2023 et 2024, a réussi à imager directement ce réseau pour la première fois de l'histoire. Il l'a fait en utilisant la lumière d'un quasar lointain, un noyau de galaxie actif comme une lampe de poche. Alors que la lumière de ce quasar traversait un filament de la toile cosmique, elle a été absorbée et illuminée par le gaz du filament. Webb a détecté cette faible lueur. Et là, il a vu ce filament géant de gaz et de matière noire s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Il a révélé que ce filament nourrissait et reliait 10 petites galaxies,
alors que l'univers n'avait que 2 milliards d'années. C'est un record. C'est l'observation la plus précoce et la plus directe du squelette de l'univers à ce jour. Cette découverte a confirmé nos modèles sur la formation et l'évolution des galaxies, car ce réseau est le lit des rivières cosmiques dans lesquelles les galaxies s'écoulent et grandissent. Mais cela a aussi soulevé de nouvelles questions. Pourquoi ce réseau était-il si organisé et structuré à une époque si précoce, qu'il avait tissé si rapidement? Le monde scientifique était fasciné par cette image, car c'était comme voir pour la première fois non seulement les bâtiments d'une ville, mais toute l'infrastructure invisible qui les relie et les nourrit, c'est-à-dire les routes, les canalisations d'eau, les lignes électriques. Mais ce réseau lui-même n'est qu'une petite partie de l'univers, et le reste, 7e moment épique, la matière noire elle-même, 85% de la matière de l'univers. Mais nous ne pouvons pas la voir, nous ne pouvons pas la mesurer. Nous savons seulement qu'elle existe par ses effets gravitationnels. Les galaxies tournent si vite qu'elles ne pourraient pas rester unies par la seule gravité des étoiles et du gaz que nous voyons. Il doit y avoir une masse supplémentaire, invisible, qui les maintient ensemble. C'est la matière noire. Webb ne peut pas voir directement la matière noire, mais il peut cartographier ses effets, en particulier par la lentille gravitationnelle, avec une précision jamais atteinte. En analysant comment les images de galaxies lointaines dans SMACS 07, 2, 3 et d'autres amas de galaxies sont courbées et déformées, Webb a reconstitué la distribution de la matière noire dans ces amas avec un détail incroyable. Ces cartes sont les cartes de matière noire les plus détaillées jamais réalisées. Encore un record. Mais ces cartes ont révélé quelques incohérences qui ne correspondent pas exactement au modèle standard de la matière noire, le modèle de la matière noire froide ou CDM. Dans certaines régions, la matière noire était plus dense ou moins dense que prévu. Cela a enthousiasmé les scientifiques, car cela signifiait que la matière noire peut être pas une simple particule sans interaction, mais peut être quelque chose de plus complexe qui interagit avec elle-même ou qui a des propriétés que nous ne connaissons pas encore. Webb a une fois de plus confirmé l'existence de la matière noire. Maïs. Il a aussi approfondi le mystère de sa nature. C'était comme non seulement prouver l'existence d'un fantôme, mais découvrir en même temps que ce fantôme ne respecte pas nos lois de la physique. Et comme si la matière noire n'était pas assez mystérieuse, il y a aussi le plus grand inconnu qui constitue les 68% restants de l'univers. 8e moment épique. L'énergie noire. C'est cette force mystérieuse qui éloigne tout, qui accélère l'expansion de l'univers. Nous ne savons pas ce que c'est, mais Webb a confirmé son existence et son effet avec l'une des mesures les plus précises de l'histoire. En 2023, Webb a capté la lumière d'une supernova qui avait voyagé pendant 9 milliards d'années. C'était l'une des supernovas les plus lointaines jamais analysées avec une telle précision. Et en mesurant à quel point la lumière de cette supernova s'était décalée vers le rouge, les scientifiques ont pu calculer à quelle vitesse l'univers s'étendait à cette époque. Le résultat, l'expansion de l'univers ne ralentit pas, ne reste pas constante, elle accélère. Et cette accélération se produit de la manière prédite par les modèles standards de l'énergie noire. C'était l'une des preuves les plus solides que la constante cosmologique d'Einstein, l'explication la plus simple de l'énergie noire, est toujours la meilleure explication. Mais cela n'a apporté aucun soulagement, car cela signifiait que des scénarios comme le grand déchirement sont toujours sur la table. C'est à dire cette fin cosmique ultime où l'énergie noire pourrait un jour déchirer les molécules, les atomes et même les noyaux atomiques. Webb nous a montré que le moteur de l'univers fonctionne toujours. Mais il a également confirmé que ce moteur nous entraîne vers un précipice. Et nous n'avons toujours aucune idée de pourquoi ce moteur fonctionne. Une toile cosmique, une matière invisible et une énergie mystérieuse qui déchire tout. Ce sont les véritables briques de construction de l'univers que Webb nous a montrées. Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir un instant. Le tempo ralentit, car toutes ces découvertes épiques, tous ces records et ces théories brisées mènent à une seule et immense question.
Et alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Que signifie vivre dans un univers aussi chaotique, violent, rempli de forces invisibles et que nous ne comprenons en grande partie pas? Car la vérité la plus profonde que Webb nous ait montrée peut être pas dans une équation ou un graphique, elle peut être cachée dans ce sentiment silencieux, cette profonde crainte que toutes ces images suscitent en nous. Et pour descendre au cœur de ce sentiment, nous devons maintenant entrer dans le domaine de la philosophie, car les questions à partir de ce point ne concernent pas seulement ce qui est, mais pourquoi, et où nous nous situons dans ce pourquoi. Et les réponses que Webb nous donne être les plus inattendues, car ces réponses ne concernent pas seulement les étoiles, mais aussi la conscience, le sens et notre place dans cet étrange univers. Et le premier murmure de Webb à ce sujet est venu d'un endroit que nous n'attendions pas du tout, d'une boule de glace dans notre propre système solaire. Mais ce qui se cachait sous cette boule de glace, et le premier murmure de Webb à ce sujet est venu d'un endroit que nous n'attendions pas du tout, d'une boule de glace dans notre propre système solaire. Mais ce qui se cachait sous cette boule de glace nous a forcés à repenser notre relation avec l'univers. Il est maintenant temps que le tempo ralentisse, car maintenant nous devons nous arrêter et réfléchir. Au milieu de ces découvertes épiques, de ces chiffres records, de ces théories effondrées, nous faisons maintenant face à la question la plus importante. Qui sommes-nous? Et quelle est notre place dans tout cela? Que nous racontent ces drames cosmiques? Car la vérité la plus profonde que Webb nous ait montrée se cache dans une série de paradoxes contradictoires, mais simultanément vrais. Et le premier paradoxe peut être le plus écrasant. D'un côté, il y a cette immensité ahurissante que Webb nous a montrée, le diamètre de l'univers observable qui s'étend sur 93 milliards d'années-lumière, 2 trillions de galaxies, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles. Ce photon unique de l'étoile Earendel à 12,9 milliards d'années-lumière de nous. De l'autre côté, il y a toi, mesurant environ 1,7 mètres, membre d'une espèce apparue il y a 300 000 ans, une petite créature sur une planète minuscule dont l'existence est plus courte qu'un clignement d'œil par rapport à l'âge de l'univers. Comment ces deux échelles peuvent-elles coexister? Comment pouvons-nous occuper une place si ridiculement petite dans une structure aussi gigantesque? C'est la tragédie la plus fondamentale de l'existence, car ces chiffres nous disent ceci: nous n'irons jamais dans ces endroits. Nous n'atteindrons jamais la quasi-totalité de ces 2 trillions de galaxies. Nous ne poserons jamais le pied là où Earendel a explosé il y a des milliards d'années. Physiquement, nous sommes piégés sur cette planète et dans son voisinage immédiat. 999% de l'univers observable nous restera à jamais inaccessible. C'est une source de tristesse. C'est une vérité amère qui nous rappelle notre limitation. Nous sommes des êtres qui se tiennent au bord du plus grand océan de l'univers, sachant qu'ils ne pourront jamais y naviguer. Mais, voici ce mot magique. Mais nous pouvons regarder cet océan. Notre esprit peut dépasser les limites de ce corps de 7 mètres. Le télescope Webb est une extension de notre esprit. C'est notre œil. C'est notre machine à remonter le temps. Même si nous ne pouvons pas y aller physiquement, nous pouvons y aller mentalement. Nous pouvons comprendre. Nous pouvons témoigner. C'est la plus grande beauté dans la tragédie d'être petit. Savoir que nous faisons partie de quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre. Pouvoir le comprendre. Et toi, tu es au centre même de ce processus. Tu es une conscience qui est au courant de l'existence de ces 2 trillions de galaxies. Tu es la dernière étape du voyage de 9 milliards d'années d'Earendel. Tu fais partie de ce petit, ce précieux effort de compréhension au milieu de ce vide immense. C'est pourquoi être petit ne signifie pas que tu es insignifiant. Au contraire, la capacité d'une si petite créature à comprendre une si grande structure peut être la chose la plus significative de l'univers. Et cela nous amène au deuxième grand paradoxe. D'un côté, il y a l'histoire ahurissante de 8 milliards d'années de l'univers, cette échelle de temps gigantesque où les étoiles brûlent pendant des milliards d'années, où les galaxies entrent en collision sur des centaines de millions d'années. Ce cosmos patient, où la lumière d'étoiles mortes, il y a des milliards d'années, nous parvient aujourd'hui.
De l'autre côté, il y a encore toi, une durée de vie moyenne de 80 ans. Sur la chronologie de l'univers, une durée si proche de zéro qu'elle ressemble presque à une erreur de mesure. Nous sommes comme des invités arrivés très tard à une fête cosmique et qui doivent partir très tôt. Comment pouvons-nous être si éphémères dans une structure si permanente? C'est la deuxième tragédie de l'existence, car cela nous dit ceci. Nous ne voyons qu'un minuscule instant de cette histoire. Nous ne connaîtrons jamais complètement les 8 milliards d'années d'histoire de l'univers avant nous, et nous ne serons jamais témoins de ces trillions d'années de futur après nous. Quand la dernière étoile s'éteindra, quand le dernier trou noir s'évaporera, nous ne serons pas là. C'est une source de tristesse. C'est une vérité qui nous rappelle la fragilité de l'instant, cet éclat momentané de notre existence. Mais, voici encore ce mot magique. Mais cet instant est tout pour nous. Et cet instant est plein de sens, car dans cet instant, l'univers prend conscience de lui-même. Les processus qui ont fonctionné inconsciemment pendant 8 milliards d'années trouvent un sens dans ton cerveau, dans cette courte période de 80 ans. Tu es le lieu et l'instant où l'univers pense à lui-même, admire sa propre beauté et pleure sa propre tragédie. C'est la plus grande beauté dans le fait d'être éphémère, exister pour un instant, mais pouvoir saisir l'éternité dans cet instant. Et toi, tu es au centre même de cet instant. Ton existence est le résultat de 8 milliards d'années d'accumulation de l'univers. Le fer dans ton sang vient d'une supernova qui a explosé il y a des milliards d'années. Les signaux électriques qui forment tes pensées obéissent à des lois physiques qui existent depuis le Big Bang. Tu es un résumé du passé et une question sur l'avenir. C'est pourquoi être éphémère n'est pas un défaut. Au contraire, cette fugacité confère une valeur inestimable à chaque instant que tu vis, à chaque question que tu poses, à chaque émotion que tu ressens, car cet instant ne reviendra jamais. Et cela nous conduit au troisième et être au plus personnel des paradoxes. D'un côté, il y a ce silence absolu et cette solitude que Webb nous montre, ce vide que nous voyons quand nous regardons dans toutes les directions, qui ne nous répond pas, le silence assourdissant du paradoxe de Fermi. Les planètes mortes, dépouillées de leur atmosphère, autour des étoiles naines rouges, le sentiment de solitude cosmique créé par le fait que nous n'avons encore trouvé aucun signe de vie intelligente parmi des milliards de galaxies. De l'autre côté, il y a encore nous, une espèce connectée, communiquant, partageant la même planète, la même histoire. Ces êtres sociaux qui se racontent des histoires, qui apaisent la douleur des autres, qui partagent la joie des autres. Comment l'univers peut-il être si silencieux alors que nous sommes si bruyants? C'est la troisième tragédie de l'existence, car cela nous dit ceci. Peut être que nous sommes vraiment seuls, peut être que nous sommes la seule île dans ce gigantesque océan cosmique où la vie consciente a germé. Si c'est le cas, c'est une responsabilité terrifiante. Cela signifie que tout l'espoir de l'univers, tout son sens potentiel, repose sur nos épaules, sur cette petite planète fragile. Si nous échouons, si nous nous autodétruisons, peut être que l'univers sera à jamais plongé dans le silence et l'insignifiance. C'est une source de tristesse. C'est ressentir le poids du fardeau sur nos épaules. Mais, voici ce mot magique, pour la troisième et dernière fois. Mais si nous sommes seuls, c'est aussi la plus grande raison de nous serrer les coudes. Car s'il n'y a personne d'autre que nous dans l'univers, alors tout ce que nous avons, c'est les uns les autres. C'est la plus grande beauté dans la solitude. Pouvoir entendre la voix de l'autre au milieu du silence cosmique, réaliser que le sens, au lieu de l'attendre de l'extérieur, des étoiles, nous pouvons le créer entre nous, dans nos relations, notre art, notre science. Et toi, tu es au centre même de ce processus de création. Chacune de tes interactions, chacune de tes paroles, chaque expression d'amour est comme une bougie allumée contre le silence de l'univers. Tu n'es pas seulement un être qui cherche le sens, mais aussi un être qui crée le sens. C'est pourquoi la solitude cosmique n'est pas une malédiction. C'est le plus grand cadeau qui nous rappelle à quel point nous sommes précieux les uns pour les autres. Grandeur et petitesse, permanence et fugacité, solitude et unité. L'univers que Webb nous montre
est tissé de ces paradoxes. Mais ces paradoxes ne sont pas des vérités contradictoires, mais les deux faces d'une même médaille. Et cette médaille elle-même, l'univers, n'est pas seulement une structure physique, mais aussi un potentiel de création de sens. Pourtant, dans ce voyage philosophique, il y a un autre paradoxe que nous n'avons pas encore exploré, peut être le plus fondamental de tous, car ce paradoxe ne concerne pas seulement notre place dans l'univers, mais la place de l'univers en nous. Il concerne la connaissance elle-même, la nature du savoir, et ce que Webb nous apprend à ce sujet est la vérité la plus dérangeante, mais aussi la plus libératrice de la science, car cette vérité nous dit que plus nous en savons, mieux nous comprenons à quel point nous en savons peu. Webb a placé devant nous le paradoxe le plus fondamental de la nature de la connaissance. Et c'est notre quatrième grand paradoxe. D'un côté, il y a cette immense accumulation de connaissances que nous avons acquises grâce à Webb, l'image de l'univers à l'âge de 290 millions d'années, les empreintes chimiques dans l'atmosphère d'une planète, la preuve de l'explosion du trou noir au centre de notre propre galaxie il y a des millions d'années. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avions su autant de choses avec autant de détails. Notre corpus de connaissances a augmenté plus rapidement au cours des 3 dernières années que pendant les milliers d'années précédentes. De l'autre côté, il y a ces immenses abîmes d'ignorance que chacune de ces nouvelles informations a ouverts. Chaque réponse a apporté avec elle 5 nouvelles questions, plus grandes encore. Pourquoi l'univers a-t-il mûri plus vite que nos modèles? Pourquoi la matière noire ne correspond-elle pas exactement à la théorie standard? Pourquoi l'univers semble-t-il s'étendre à 2 vitesses différentes? Comment se fait-il qu'à mesure que la connaissance augmente, notre ignorance augmente aussi? C'est la tragédie de la science, car le rêve d'atteindre la fin de la connaissance est un mirage. L'horizon de la connaissance s'éloigne à mesure que nous nous en approchons. Chaque découverte remplit un point blanc sur notre carte, mais crée en même temps 10 nouvelles zones blanches autour de ce point que nous n'avions pas remarqué auparavant. C'est une source de tristesse, car cela signifie que le désir de tout savoir ne sera jamais satisfait. Il n'y a pas de réponse ultime, pas de certitude absolue. La science n'est pas une destination, mais un voyage sans fin, Mace. Voici ce mot, notre guide le plus puissant dans ce voyage philosophique. Mais être conscient de notre ignorance est la forme la plus pure de la connaissance. Pouvoir dire « je ne sais pas » est une posture beaucoup plus honnête et beaucoup plus forte que de se réfugier dans de fausses certitudes. Voir les limites de la connaissance attise le désir de les dépasser. C'est la plus grande beauté dans le savoir. Savoir que chaque nouvelle question porte en elle le potentiel d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle découverte. Comprendre que l'univers aura toujours de nouvelles surprises, de nouveaux mystères à nous offrir. Et toi, tu es au centre même de ce processus. Tu n'es pas seulement une conscience qui apprend des réponses, mais aussi une conscience qui pose de nouvelles questions. Ta curiosité est le moteur de la science. Ton « mais pourquoi » est le premier pas qui mène l'humanité à la prochaine découverte. C'est pourquoi le fait que la connaissance soit finie et l'ignorance infinie n'est pas un défaut. Au contraire, c'est la plus grande garantie que notre relation avec l'univers ne sera jamais ennuyeuse, qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et cela nous amène au 5e et dernier paradoxe. C'est peu, être le plus troublant mais aussi le plus porteur d'espoir. D'un côté, il y a la nature impitoyable, indifférente de l'univers que Webb nous montre, les sursauts gamma qui peuvent tout détruire à tout moment, les tempêtes stellaires qui arrachent les atmosphères des planètes, l'énergie noire qui sépare tout, le fait que l'univers est dans une indifférence absolue envers notre existence ou notre absence. Il fonctionne simplement selon ses propres lois physiques, comme une machine sans émotion, sans but et impitoyable. De l'autre côté, il y a ces êtres incroyablement significatifs et émotionnels qui sont nés de cette machine indifférente, nous qui nous soucions les uns des autres, qui espérons, qui pleurons, qui sommes curieux, qui faisons de l'art, qui cherchons la justice. Comment un processus aussi dénué de sens peut-il produire un résultat aussi plein de sens? C'est la plus grande tragédie de l'existence, car cela nous dit ceci. L'univers
ne se soucie pas de nous. Il n'y a pas de place spéciale réservée pour nous dans l'univers. Si nous cherchons un sens, ce que nous trouverons en regardant les étoiles ne sera qu'un reflet froid et vide. L'univers ne répondra pas à nos prières, n'apaisera pas nos souffrances, ne réalisera pas nos espoirs. Il est, tout simplement, c'est une source de tristesse. C'est comprendre que nous n'avons pas de parents cosmiques, que nous ne sommes pas sous les bras protecteurs de l'univers. Maïs, notre dernier mais dans ce voyage. Mais si l'univers ne se soucie pas de nous, ce n'est pas une raison pour que nous ne nous soucions pas les uns des autres. Au contraire, c'est la plus grande opportunité pour que nous nous soucions les uns des autres, car si l'univers est indifférent, alors des valeurs comme la compassion, l'amour, la justice ne sont pas une faveur de l'univers, mais un cadeau de notre part à l'univers. Le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve dans l'univers, mais quelque chose que nous ajoutons à l'univers. C'est la plus grande beauté dans l'indifférence, la liberté d'ajouter de la couleur à une toile vierge, le pouvoir de réchauffer un univers froid avec la chaleur que nous créons nous-mêmes. Et toi, tu es au centre même de ce processus de création. Chacun de tes actes de compassion, chacune de tes décisions justes, chaque œuvre d'art est une résistance contre l'indifférence de l'univers. Tu es un être qui crée son propre but dans cet univers sans but. C'est pourquoi l'indifférence de l'univers n'est pas une source de désespoir. Au contraire, c'est la plus grande force motrice qui nous rappelle notre responsabilité et notre liberté de créer et de vivre notre propre humanité, nos propres valeurs, grandeur et petitesse, permanence et fugacité, solitude et unité, connaissance et ignorance, indifférence et sens. L'univers que nous a montré le télescope James Webb est un balai de ces 5 paradoxes fondamentaux. Et dans chacun de ces paradoxes se cache à la fois une réalité tragique et un bel espoir qui naît de cette tragédie. Nous savons maintenant que nous sommes physiquement insignifiants face à l'immensité de l'univers, mais uniques par notre capacité à le comprendre. Nous savons maintenant que nous ne sommes qu'un éclat d'un instant face au temps cosmique, mais que nous pouvons saisir l'éternité dans cet instant. Nous savons maintenant que nous sommes peu, être seuls dans le silence de l'univers, mais que cette solitude nous rapproche encore plus les uns des autres. Nous savons maintenant que plus notre savoir augmente, plus notre ignorance s'accroît, mais que cette ignorance attise notre curiosité et notre désir de découverte. Et nous savons maintenant que l'univers nous est indifférent, mais que cette indifférence nous donne la liberté de créer notre propre sens, nos propres valeurs. Mais, à la fin de ce voyage philosophique, au-delà de tous ces paradoxes, il reste une question sans réponse. Cette question ne concerne pas seulement notre place dans l'univers, mais la nature de l'univers lui-même, voire la réalité elle-même. Car les données de Webb pourraient pointer vers la possibilité la plus radicale, la plus ahurissante, que certains physiciens et philosophes murmurent depuis des années. Et si cette possibilité est vraie, alors tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent pourrait n'être qu'une partie d'une image plus grande, d'une projection. Car la prochaine couche philosophique de Webb nous confronte à la question de ce qu'est la réalité elle-même, et lorsque nous entrouvrons la porte de cette couche, le paysage qui se présente à nous, et lorsque nous entrouvrons la porte de cette couche, le paysage qui se présente à nous confronte à la question de ce qu'est la réalité elle-même, car les données de Webb nous font douter non seulement de la façon dont l'univers fonctionne, mais aussi de la façon dont nous percevons ce fonctionnement. Il est donc temps de poser la question la plus intime. Que faisons-nous de cette connaissance? Comment vivons-nous avec cette information immense, bouleversante et souvent effrayante? Car les dernières leçons que Webb nous enseigne ne concernent pas le télescope lui-même, mais l'œil qui regarde le télescope, c'est dire nous. Et ces leçons contiennent aussi leur propre paradoxe. Voici le 6e paradoxe, sur le poids de la connaissance et la légèreté de l'action. D'un côté, il y a cette immense prise de conscience que nous avons acquise grâce à Webb. Nous savons qu'il y a un océan sous la croûte glacée d'Europe, la lune de Jupiter, qui pourrait potentiellement abriter la vie. Webb a détecté du dioxyde de carbone s'échappant de cet océan vers la surface. C'est l'une des preuves les plus solides qu'il existe un monde dans notre propre système solaire, qui possède depuis des milliards d'années
tous les ingrédients de base nécessaires à la vie, eau, énergie, carbone. Mais, de l'autre côté, il y a notre inaction malgré cette connaissance. Nous connaissons l'existence de cet océan depuis des décennies, mais nous n'y sommes jamais allés. Nous n'avons jamais envoyé un engin pour percer cette glace et prélever un échantillon de cet océan. Nous sommes au seuil de l'une des découvertes les plus excitantes de l'histoire, mais nous ne faisons que regarder. Comment une information aussi révolutionnaire peut-elle conduire à si peu d'action ? C'est la tragédie de l'humanité, car cela nous dit ceci. Savoir ne signifie pas toujours faire. La prise de conscience ne se transforme pas toujours en action. Nous pouvons nous tenir au bord des plus grandes découvertes et avoir peur de faire ce pas, peur de ce que nous pourrions trouver ou de ce que nous pourrions ne pas trouver. C'est une source de tristesse, car cela montre une situation où le potentiel est gaspillé, où de grandes questions sont posées, mais où les réponses ne sont pas cherchées. C'est être enchaîné par notre propre curiosité. Mais, oui, encore ce mot plein d'espoir. Mais cette inaction nous donne aussi la chance de choisir ce qui est important, l'opportunité de définir nos priorités, de débattre de la direction à donner à nos ressources. Aller sur Europe n'est pas seulement une décision scientifique, c'est aussi un choix moral qui montre ce à quoi nous attachons de la valeur en tant que civilisation. C'est la beauté potentielle dans l'inaction. S'arrêter et réfléchir avant de faire ce pas. Peser les raisons pour lesquelles nous le faisons et quelles pourraient en être les conséquences. Et toi, tu fais partie de ce débat. Ta voix, tes priorités jouent un rôle dans la détermination du prochain grand pas de l'humanité. Ton « nous devons y aller » pourrait être l'étincelle qui déclenche ce voyage. C'est pourquoi le fait que la connaissance ne se transforme pas immédiatement en action n'est pas une faiblesse, mais aussi un potentiel de sagesse. L'important est d'utiliser ce potentiel et de faire finalement le bon pas. Et cela nous amène au 7e paradoxe, le paradoxe de la conscience. D'un côté, il y a la brique la plus simple de l'univers, un atome d'hydrogène, un proton, un électron. Il ne pense pas, ne ressent pas, n'est pas conscient d'exister. De l'autre côté, il y a cette structure incroyablement complexe qui émerge lorsque des centaines de trillions de ces atomes simples, ainsi que quelques autres éléments, sont organisés d'une manière spécifique, ton cerveau. Ce système pense, ressent, est conscient d'exister. Il fabrique des télescopes et se demande pourquoi il est là. Comment la matière morte, insensible, inconsciente, peut-elle, en s'assemblant, créer une expérience vivante, sensible, consciente? C'est le plus profond mystère de la science et de la philosophie, le problème difficile de la conscience. C'est la tragédie la plus fondamentale de l'existence, car cela nous dit ceci, nous ne comprenons pas l'aspect le plus fondamental de notre propre existence, l'expérience elle-même. Pourquoi le fait de voir quelque chose crée-t-il une sensation différente du simple traitement des longueurs d'onde par le cerveau? Pourquoi voir le rouge donne-t-il la sensation d'être rouge? Il n'y a pas de réponse à ces questions. Et cela signifie que nous sommes étrangers à nous-mêmes, que nous ne maîtrisons pas le secret le plus profond de notre propre esprit. C'est une source de tristesse, car cela montre que la chose la plus proche de nous, notre propre conscience, est le plus grand inconnu. Maïs, dans ce mystère, réside la plus grande beauté. Car si la conscience n'est pas seulement un sous-produit aléatoire, et si elle était une partie fondamentale de l'univers, la mécanique quantique dit que l'état d'une particule est indéterminé jusqu'à ce qu'elle soit mesurée ou observée. Certains physiciens ont même suggéré que l'observation par une conscience est nécessaire pour définir la réalité. Si c'est vrai, alors la conscience n'est pas quelque chose qui est apparu par hasard dans l'univers, mais un mécanisme qui complète l'univers lui-même. C'est la beauté immense dans le mystère de la conscience. Et toi, tu es ce mystère même. Ton existence pourrait être le résultat de 8 milliards d'années d'efforts de l'univers pour créer quelque chose capable de s'observer. Chacune de tes pensées, chacun de tes sentiments, n'est pas seulement une réaction chimique, mais aussi un moyen pour l'univers d'expérimenter sa propre existence. C'est pourquoi le mystère de la conscience n'est pas un défaut. Au contraire, il porte le potentiel de donner à notre existence une importance et un sens au niveau le plus fondamental de l'univers. Et cela nous conduit au 8e et dernier paradoxe philosophique,
le paradoxe de la réalité elle-même. D'un côté, il y a cet univers tridimensionnel et tangible que Webb nous montre, galaxies, étoiles, planètes. Cette réalité que nous pouvons toucher, mesurer, dans laquelle nous vivons. De l'autre côté, il y a l'une des idées les plus bouleversantes de la physique théorique, le principe holographique. Ce principe dit que, mathématiquement, tout ce qui se passe dans un espace tridimensionnel peut être entièrement et complètement décrit sur une surface bidimensionnelle qui entoure cet espace. Autrement dit, la réalité tridimensionnelle que nous vivons pourrait en fait être une sorte de projection, un hologramme d'informations codées sur une surface bidimensionnelle. Cette idée devient encore plus troublante lorsqu'elle est combinée avec l'argument de la simulation de Nick Bostrom. Si une civilisation progresse au point de pouvoir simuler des esprits conscients, alors le nombre d'esprits simulés dépassera de loin le nombre d'esprits réels. Dans ce cas, statistiquement, la probabilité que tu sois un esprit réel est presque nulle. Comment un monde qui semble si réel peut-il être en fait une projection ou une simulation? C'est la dernière tragédie de l'existence, car cela nous dit ceci: ce que nous pensons être la réalité n'est peut être pas la réalité elle-même, peut être qu'il y a une couche plus profonde et que nous ne sommes qu'une ombre de cette couche. C'est une source de tristesse. Ah, car cela signifie que notre libre arbitre, nos expériences, nos souvenirs pourraient être une illusion. C'est le sentiment d'être une marionnette sans voir les fils. Mace. Même dans cette idée radicale se cache une beauté. Car si l'univers est une simulation, cela signifie qu'il a un but, un créateur, une logique. Cela montre que l'univers que nous pensions indifférent et sans but pourrait en fait être une structure incroyablement complexe et intentionnelle. C'est la beauté immense à l'intérieur de la simulation. Et toi, tu fais partie de cette structure. Même si tu es à l'intérieur d'une simulation, ton expérience, ta conscience est réelle en tant que partie de cette simulation. Tes questions, ton amour, ta douleur ont un sens dans ce code. C'est pourquoi la possibilité de vivre dans une simulation ne rend pas notre existence insignifiante. Au contraire, elle ajoute à notre existence une toute nouvelle couche de sens que nous n'avions jamais imaginée. Connaissance et action, conscience et matière, réalité et simulation. Ce sont les derniers défis philosophiques auxquels Webb nous force à faire face. Et chacun de ces défis nous fait repenser notre place, notre sens et notre responsabilité. Mais, à la fin de ce voyage intellectuel, lorsque tous ces paradoxes et toutes ces questions se rejoignent, il ne reste qu'un seul, un ultime sentiment. Ce n'est ni un sentiment de victoire, ni un sentiment de défaite. C'est une émotion complexe, qui porte à la fois la tristesse d'un adieu et l'excitation d'un nouveau départ. Car la dernière leçon que Webb nous a enseignée ne concerne pas les télescopes, les galaxies ou les équations. Elle concerne le temps, les adieux et l'héritage laissé derrière soi. Et cette leçon nous amène à la fin de notre histoire, mais aussi au seuil d'un nouveau départ. Car il y a encore une chose que Webb nous a montrée. Et cette chose, c'est le temps lui-même. Car la dernière leçon que Webb nous a montrée ne concerne pas les télescopes, les galaxies ou les équations. Elle concerne le temps, les adieux et l'héritage laissé derrière soi. C'est pourquoi nous descendons maintenant dans une dernière couche philosophique. C'est l'arrêt le plus calme, le plus intime de notre voyage. Car ici, nous faisons face à la vérité la plus inévitable de l'univers, le fait que tout a une fin, et cette confrontation révèle notre 9e et dernier grand paradoxe, l'inévitabilité des fins et l'obstination des commencements. D'un côté, il y a cette fin inévitable que Webb nous a montrée. L'univers lui-même est en train de mourir. Le taux de formation d'étoiles ralentit progressivement par rapport à son pic d'il y a des milliards d'années. Webb peut le voir clairement dans les galaxies proches. Le processus ralentit, se raccourcit. Un jour, la dernière étoile naine rouge achèvera sa dernière fusion et s'éteindra, et il n'y aura pas de nouvelle source pour la remplacer. Les étoiles s'épuiseront les unes après les autres. Cela prendra des trillions d'années, mais cela se produira inévitablement. Après cela, il restera des trous noirs qui s'évaporeront lentement sur des périodes de temps ahurissantes
par le biais du rayonnement de Hawking. Puis, une matière si dispersée qu'elle ne pourra jamais plus se rassembler. Une température homogène qui rend impossible tout flux d'énergie. L'univers ne sera pas mort, il sera simplement inutile, silencieux à tous les égards qui comptent. C'est la tragédie ultime de l'existence. Car cela nous dit ceci, tout, mais absolument tout, finira par s'arrêter. Chaque civilisation que nous avons construite, chaque œuvre d'art que nous avons créée, chaque amour que nous avons ressenti, se transformera en poussière dans l'éternité du temps. Rien n'est permanent. C'est une source de tristesse. Cela s'accompagne du sentiment. Nous savons maintenant que l'univers nous est indifférent, mais que cette indifférence nous donne la liberté de créer notre propre sens. Nous savons maintenant que tout a une fin, mais que cette fin n'empêche pas de nouveaux commencements. Et nous savons maintenant que nos plus grandes questions peuvent rester sans réponse, mais que poser ces questions est ce qui nous rend humains. Le télescope spatial James Webb nous a montré ces vérités pendant 3 ans. Il ne nous a pas seulement donné une image de l'univers, mais aussi un miroir de nous-mêmes qui regardons cette image. Ce voyage n'était pas seulement un voyage vers les étoiles et les galaxies, c'était aussi un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, vers les questions les plus profondes de notre existence. Et maintenant, à la fin de ce voyage, nous sommes seuls avec ce qui nous reste, ce que nous avons appris, ce que nous avons ressenti face à la question de savoir comment prendre cette connaissance et la transposer dans notre vie quotidienne. Car en fin de compte, la question la plus importante n'est pas ce qu'un télescope voit, mais ce que nous, qui voyons ces images, en faisons. Et c'est une question à laquelle seuls nous pouvons répondre. Dans ce voyage, nous avons regardé au début de l'univers, juste après le Big Bang. Mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Et si le Big Bang n'était pas un commencement? Et s'il était né des cendres d'un univers précédent? Et si chaque fin était en fait un nouveau départ? Dans notre prochain voyage, nous allons avant le temps. Nous explorerons ce qu'il y avait avant le Big Bang et la théorie de l'univers cyclique. Êtes-vous prêts?